Bon, bah, bonsoir tout le monde. Je vais essayer de vous présenter quelque chose que parmi vous, vous devez tous déjà en partie, voire complètement connaître, à savoir les objets en JavaScript. Mais comme les objets en JavaScript, surtout pour les débutants, ils ont tendance à être assez surprenants ou pas tout à fait comme on a l'habitude de les manipuler quand on a fait d'autres langages. Je me suis dit qu'il serait bon de faire une petite présentation pour essayer de recentrer un petit peu et de redonner quelques bases à ce sujet. Je vais pas pousser forcément tout dans les retranchements, mais je vais essayer de donner un aperçu des différences et des différents moyens que vous pouvez utiliser pour manipuler des objets en JavaScript. Donc, avant d'aller plus loin et pour qu'on soit d'accord sur le vocabulaire, même si après tout le monde n'est pas forcément d'accord sur les définitions, pendant cette conférence, quand je parlerai de propriété, je parlerai d'objets qui sont, d'éléments d'un objet accessible depuis une clé. Donc ici, obj.foo est une fonction, mais c'est la propriété foo de l'objet, obj. Et pareil, ici, Toto qui a la valeur 42, et la propriété Toto, par raccourci, de obj. Donc après, on peut construire un vocabulaire un tout petit peu plus précis par-dessus ceci. Une méthode, c'est une propriété qui contient une fonction, et un petit peu par opposition, on peut dire qu'un attribut, c'est une propriété qui contient pas une fonction, parce que c'est parfois un petit peu difficile, sinon, d'isoler vraiment un attribut. Alors, on va parler un petit peu des propriétés dans les objets. Donc, ce que vous faites d'habitude quand vous créez une propriété dans un objet JavaScript, c'est très simple, c'est vous mettez le nom de votre objet, donc ici votre variable objet, ici obj, et puis ensuite vous accédez à cet objet, et puis vous spécifiez que la propriété myProp va prendre la valeur value. C'est très simple, mais derrière en fait, on peut dire que finalement cette écriture c'est un raccourci de quelque chose d'un peu plus compliqué qui est à peu près ça. En fait, c'est un appel de define property, qui est une méthode statique en fait d'object si on veut, sur l'objet sur lequel on définit ensuite la propriété qui s'appelle myProp avec tout un tas de flags, donc configurable, enumerable, rateable, qui sont par défaut à true quand vous utilisez cette écriture là, et ensuite la valeur que vous lui associez. Donc maintenant, on va essayer de se demander, mais c'est quoi ces flags bizarres? Donc en fait, enumerable, ça signifie que la propriété sera découvrable. Ce que j'entends par découvrable, en fait, c'est que si vous faites une énumération sur l'objet, elle va, typiquement en utilisant une structure foreign, elle va apparaître durant cette énumération. Donc par exemple, ici, si je crée une propriété enumerable avec la méthode habituelle dans laquelle je donne la valeur visible et que je fais un define property sur lequel je mets enumerable à false, pour une propriété qui s'appelle not enumerable avec la valeur invisible, si je fais un console.log sur l'objet, on verra que la propriété enumerable et pas l'autre. Si je fais un console.log sur spécifiquement la propriété not enumerable, on voit qu'elle existe bien et qu'elle a une valeur invisible. Ensuite, petites utilitaires qui peuvent être utiles pour manipuler les propriétés. Vous avez une fonction qui est dans Object qui s'appelle getOnPropertyNames, qui va retourner toutes les propriétés non héritées du prototype. Donc on parlera un peu plus tard de prototype, donc je vais pas encore m'attarder sur la notion maintenant, de l'objet. Donc ici, si je fais un object getOnPropertyNames sur le objet qu'on a défini juste avant, là on voit que je vais pouvoir trouver le nom des deux propriétés, donc à la fois enumerable et not enumerable. Ensuite, une autre fonction qui est assez pratique, c'est propertyIsEnumerable, qui est elle directement disponible sur les instances de vos objets et pas dans Object. Et si vous utilisez cette méthode, vous pouvez tester facilement si une propriété particulière est énumérable ou non. Donc ici un exemple tout bête avec not enumerable qui retourne true et not enumerable qui retourne false. Enfin, juste petit rappel, object.keys ne retourne pas les clés non numérables puisque finalement ce que fait object.keys c'est de parcourir l'objet avec derrière un peu une structure foreign. Il faut imaginer ça comme ça. Donc les clés non énumérables ne sont pas accessibles en utilisant cette méthode. Writable, comme son nom le suggère, c'est assez intuitif à ce niveau-là. C'est des propriétés qui peuvent pas être assignées à l'aide d'un opérateur d'affectation. Donc, par exemple, je vais définir deux propriétés, une writable et une not writable, donc sur lequel la seule chose que j'ai mis à false, c'est bien writable ici.
Et si jamais j'affecte writable dans writable une nouvelle valeur, ça va marcher. Par contre, si j'essaie d'affecter une nouvelle valeur dans not writable, ça va pas marcher. Après, je vais expliciter un peu plus tard ce que pas marcher veut dire. Par contre, et ça c'est pas forcément intuitif, delete peut parfaitement être utilisé sur une propriété qui n'est pas writable. Donc par exemple, si je fais delete obj not writable, ça va bien exploser la propriété de mon objet. Donc là maintenant, je vais essayer de vous donner un petit exemple important. C'est qu'est-ce qui se passe en fait selon les situations si jamais j'écris dans une propriété qui est not writable. Donc là l'exemple un petit peu tout à l'heure, j'initialise mon objet et j'essaie d'écrire quelque chose dans writable et dans not writable et je fais un console.log. Par défaut, si j'ai pas fait quoi que ce soit d'autre, ce qui va se passer, c'est en fait, writable aura bien récupéré la nouvelle valeur, mais not writable, il se sera rien passé, mais ça aura pas planté. C'est un échec silencieux. Si vous voulez, il se passe juste rien, quoi. L'instruction se comporte exactement comme si vous l'avez pas écrite. Alors que si jamais dans le début de ma fonction ou encore mieux en Node.js, en première ligne de mon fichier, je rajoute cette petite string useStrict, et bien dans ce cas, après, même scénario, je fais mon console.log et là tout de suite, je vais avoir une exception. Ça va me lancer une type error avec le message, un message qui m'indique que je peux pas assigner la propriété qui est read-only, qui s'appelle not writable de mon objet. Donc c'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons qui fait que dans tous vos fichiers Node.js, la première ligne, ça doit toujours être useStrict. Si elle y est pas, rajoutez-la. Tous les fichiers. Ensuite, ce n'est pas parce qu'une propriété n'est pas writable que ces sous-propriétés le sont. C'est-à-dire, si vous avez une propriété qui est d'un type objet, donc ici je crée une propriété not writable dans obj, mais comme valeur, je lui mets un objet subvalue. Ici, je peux parfaitement modifier la valeur de subvalue pour mettre 21, créer une nouvelle propriété aussi dans cet objet not writable, ça va pas poser problème. Par contre, ce que je pourrais pas faire, c'est affecter une nouvelle instance d'objet à cette propriété, puisque là je fais une assignation spécifiquement sur cette propriété-là. Donc maintenant on va parler un petit peu de configurable. Donc ça c'est une propriété, ce flag permet en fait de décider que la propriété, vous pourrez refaire d'autres define properties ultérieurement dessus, ou pas, selon la valeur du flag, et si vous pouvez utiliser delete dessus ou pas. Donc ici, même idée, on se crée une propriété qui s'appelle config et une qui s'appelle notConfig avec configurable à false, tout le reste à true. Et donc si je fais un define property sur config, eh bien ça va pas avec d'autres valeurs, ça va marcher. Si j'essaie de faire un define property avec quelque chose ici qui va changer mes flags, si je mets la même chose, en fait ça fonctionne, mais si je tente de changer les flags, en fait ce qui va se passer, c'est que je vais me prendre un KO. Et pour les delete, même blague, hein, config, si je fais un delete sur obj.config, ça va marcher. Par contre, sur notre config, je peux toujours me brosser. Après, même politique que pour... déjà, define property, qu'on utilise ou pas useStrict, il va planter si vous tentez d'utiliser de l'utiliser dans un cas d'erreur. Par contre, delete, ça se comporte exactement comme égal quand on utilise writable. C'est-à-dire que si vous faites un delete sur quelque chose qui est non configurable mais que vous n'êtes pas en useStrict, ça va pas planter. Donc pareil, encore une fois, utiliser useStrict, on l'a jamais assez dit. Maintenant, on va parler d'un petit truc que j'ai remarqué qu'un certain nombre de gens ne savent pas que ça existe en JavaScript, c'est les getter-setters. Donc autant dans les browsers, c'est assez difficile parce qu'ils sont pas forcément très bien supportés, surtout par les vieux et puis les vieux d'un certain gros constructeur, éditeur, tout ça. Et donc du coup ils sont pas toujours faciles à utiliser même si on aimerait bien les avoir. Par contre là on fait du Node.js donc on est content, on a des getters et des setters, donc ça marche bien. Donc quelle est la différence? En fait déjà si vous utilisez des getters et des setters vous devez pas utiliser le flag writable puisque finalement c'est impliqué. Si vous avez un setter alors c'est writable, si vous en avez pas ça l'est pas, donc c'est simple. Et ensuite vous avez donc une propriété qui s'appelle get sur laquelle vous mettez votre getter. Donc là, ici, on définit un getter qui s'appelle myGetter sur obj. Et finalement, ce getter est une fonction qui retourne évidemment 42, quoi d'autre. Et donc là, je log la valeur de mon getter, ça m'affiche 42. Par contre, si j'essaye d'afficher obj pour myGetter, ça va ou rien faire si on n'est pas en useStrict, ou planter si on est en useStrict. Utilisez useStrict. Donc, après, parlons de setter, même blague. Sauf que vous utilisez set.
Évidemment, je vous fais pas un exemple ici, mais vous pouvez tout à fait mettre get et set sur la même propriété, évidemment. Donc ici, c'est une fonction qui prend une valeur, qui va être la valeur qui est derrière l'opérateur égal. Et ici, par exemple, on va dire, bah tiens, je vais mettre dans la variable privée la valeur multipliée par 2. Si ici, je mets dans mon setter 21, si je log obj private val, ça vaut 42. Par contre, si je tente de loguer mySetter, ça va m'afficher undefined parce que j'ai pas de getter dessus. Donc, voilà, je l'avais quand même écrit, vous pouvez utiliser get et set en même temps. Donc, après, il existe une syntaxe plus jolie pour définir des getter-setters. Donc, si vous avez un objet, vous pouvez ouvrir des accolades et puis dire get, le nom de votre getter, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, notez, il n'y a pas de deux points, et des accolades, et ensuite votre fonction. Enfin, un contenu de votre fonction getter. Et pareil avec le setter. Pourquoi je dis que ça s'utilise pas dans tous les cas? Si vous avez déjà un objet existant et que vous voulez rajouter un getter-setter, il faut utiliser define property. Par contre, si vous créez un nouvel objet ou vous voulez le mettre dans un prototype, ça c'est tout à fait approprié, c'est beaucoup plus joli. Donc, dans cet exemple, si j'affecte à myprop21, si jamais je log $myprop, on trouve 84, normal, le setter met dans $myprop la valeur multipliée par 4, et ensuite, si j'affiche par contre myprop, ça m'affiche 42, normal, ici je retourne la valeur divisée par 2. Simple. Donc, les petites choses à savoir un petit peu avant, c'est si vous ne mettez pas configurable, enumerable et writable dans un define property, les valeurs par défaut, c'est false. Donc, c'est l'inverse de l'intuitif presque. Ensuite, il y a une fonction qui s'appelle define properties qui permet finalement d'appeler define property plein de fois. Ça fait gagner du temps. Donc, si vous faites object.defineProperties obj, là, vous pouvez mettre les noms de propriétés, donc ce que vous auriez mis en deuxième argument de define property, et ensuite l'objet que vous passeriez en troisième argument, etc., etc. Ça permet d'en setter plein d'un coup. Ensuite, il y a getOwnPropertyDescriptor, qui est une méthode d'object. Cette méthode, si vous l'appelez donc sur une instance d'un objet particulière, avec le nom d'une propriété, ça vous retourne l'objet qui est équivalent à celui que vous auriez passé pour configurer votre propriété. Ça peut être pratique pour savoir dans quel état elle est. Est-ce qu'elle est configurable, énumérable, writable. Ok. Donc maintenant, on va parler un petit peu de prototypage parce que c'est extrêmement important aussi. C'est l'une des fonctionnalités que je trouve sous-utilisées dans le monde du web, mais que dans le monde de Node.js, on peut pas se permettre d'oublier. Et puis d'ailleurs, maintenant avec AngularJS et ce genre de framework, je pense que les prototypes ils vont refleurir un peu partout. Rien que les scopes dans AngularJS, c'est un peu que ça. Donc c'est un peu important de bien les comprendre et on va faire un petit point dessus. Donc c'est un rappel, mais j'enfonce une porte ouverte. Les JavaScript en objet, c'est toujours des références. Ça veut dire que vous pouvez pas copier par assignation un objet. Donc le cas classique, c'est j'ai un entier A, je le copie dans une variable B. Si je soustrais une certaine valeur entière à A, alors la valeur de A et de B ne sont pas la même, et donc on a bien des choses différentes dans nos deux variables. Par contre, si je fais ça si je fais quelque chose de plus ou moins équivalent avec un objet, c'est-à-dire que je crée un objet avec une propriété subvalue qui vaut 42, que je mets dans B la valeur de A et que je change la valeur de subvalue, si j'affiche les deux valeurs des propriétés, on voit bien que finalement la valeur est toujours la même. Donc modifier une propriété comme ça, enfin copier un objet comme ça ne copie qu'une référence, ça ne copie pas l'objet. Je sais, beaucoup d'entre vous le savent, mais j'enfonce la porte parce que ça va avoir pas mal de conséquences sur ce que je vais raconter par la suite. Donc soyons un peu naïfs. Et puis on va se dire, tiens, je vais essayer de créer et commencer à faire de l'objet en JavaScript, j'en ai jamais fait. Et donc, hop, je vais créer j'ai besoin d'un type d'objet point. Et donc, voilà, je vais créer une fonction createPoint qui prend des coordonnées en 2D xy, variable point dans lequel j'affiche un objet. Et puis dedans, je mets la valeur, je crée des propriétés x et y avec des valeurs. Et puis ensuite, j'ajoute une méthode translate sur mon objet qui va simplement faire la translation des coordonnées x et y fournies, puis à la fin je retourne l'objet que j'ai construit. Donc par là je peux tout à fait utiliser createPoint pour créer des points comme ça et utiliser cette fonction un grand nombre de fois, pas de problème. Le souci avec cette approche, c'est que finalement à chaque fois que vous allez appeler createPoint, toutes les méthodes et tous les différents éléments des points qui pourraient être partagés en niveau RAM vont être dupliqués, c'est-à-dire que vous aurez autant de méthodes translate que d'objets points.
Alors vous imaginez bien qu'au niveau de la machine virtuelle JavaScript, ça va pas être génial. Donc ça consomme potentiellement beaucoup de RAM si jamais vous avez besoin de beaucoup de points dans votre application. Hein, on peut imaginer un moteur 3D, ça devient vachement pas rigolo. Et puis vous n'avez pas de moyen simple de tester si un objet est un point. À part regarder finalement si toutes les propriétés que vous setez dans un point existent. Est-ce qu'il y a un X, est-ce qu'il y a un Y, est-ce qu'il y a un translate, bref. Ça fait une fonction qui va pas être forcément très rapide, ni très ni très valable, parce que finalement elle pourrait vous dire que quelque chose est un point alors que ça ne fait que ressembler à un point. Donc on va parler un petit peu de new, qui va un petit peu nous aider. Donc l'un des effets de l'opérateur new, je dis bien l'un des effets parce que c'est pas tout ce qu'il fait, on va voir, est de créer un nouvel objet vide dans le contexte d'une fonction. Donc si on recrée notre exemple précédent, et si du coup je l'appelle plus createPoint, je l'appelle point, puisque ça ressemble plus à un constructeur, avec xy, pareil, j'affecte mes choses, je mets ma méthode. Si là j'appelle pt1 avec newPoint, 1,2, en fait ce qui se passe c'est que ici this se fait affecter finalement à un objet vide, qui va servir dans notre contexte. Ensuite, donc on peut voir que finalement ça c'est à peu près équivalent que de dire je crée un point qui est un objet vide, et puis j'appelle point avec dans son contexte l'objet vide que j'ai créé, et puis 1,2. C'est pas tout à fait pareil, hein. Mais l'opérateur new, ça ne fait pas que ça. L'opérateur new, ça permet aussi d'affecter un prototype à un objet. Donc on va vraiment, plus on va avancer et définir ce que c'est qu'un prototype, mais on va juste commencer pour l'instant à essayer d'expliquer cette petite morceau de fonctionnalité. Donc pour cela, déjà, pour que le prototype puisse être affecté à l'objet, encore faut-il que vous l'ayez défini. Pour ça, en fait, il y a un attribut prototype de la fonction sur laquelle vous appelez new que vous devez utiliser. Donc ici, refaisons un petit peu la même chose que ce qu'on a fait avant, mais en utilisant les prototypes. Si ici je crée ma fonction point, j'affecte mes propriétés qui seront différentes pour chaque point dans ce morceau-là, donc x et y, et ensuite je crée un prototype sur la fonction qui donc va prendre ma méthode qui va contenir ma méthode translate, qui fait exactement la même chose que ce que ça faisait avant. Et là, si jamais je crée mon point, bah, il va se comporter exactement comme avant. On va essayer de comprendre pourquoi doucement. Donc, parce que moi je pense que pour bien comprendre ce que fait quelque chose, le mieux c'est de le recoder. C'est une implémentation très naïve que j'ai faite. Hein. Ça représente pas forcément exactement ce qui se passe derrière, mais c'est à peu près ça que fait new. Finalement, si on voulait le recoder avec une fonction, new c'est quelque chose qui prend un constructeur. La première chose qu'on fait, c'est quand on appelle, c'est de supprimer le premier argument du tableau d'arguments. Ensuite, ensuite on va créer, parce que ici j'ai mis le constructeur, donc on imagine bien qu'on va avoir je l'appelle comme ça, hein, constructeur, puis ensuite les arguments à passer à new. Donc ici j'enlève pour avoir un tableau avec juste les arguments qui servent à l'instanciation de l'objet. Donc ensuite je crée un objet vide, ça c'est toujours comme avant. À cet objet vide, je vais lui affecter un prototype qui est le prototype de mon constructeur. Ensuite, j'appelle mon constructeur avec comme contexte donc le this du constructeur, mon objet vide, et les arguments qu'on m'a fournis. Donc ici, 1 et 2, par exemple. Ensuite, ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément sur new. C'est si le constructeur sur lequel vous avez appelé new vous retourne un objet, alors dans ce cas, new vous retourne cette valeur-là, même si c'est pas l'objet qu'il a construit avant pour appeler votre constructeur. Et si c'est pas un objet que vous retournez, alors il vous retourne la valeur qu'il a construit, l'objet qu'il a construit avant pour appeler le constructeur. On verra, c'est assez intéressant pour faire des factories, par exemple. Donc ici, si j'appelle un point, si je crée un point avec myUglyNew, ce point-là va se comporter à peu près comme celui qu'on a présenté avant. Donc on va parler un petit peu d'instance-of. Instance-of, c'est un peu ce qui nous manquait sur le createPoint du début. C'est un moyen de tester si un objet est une instance qui a été produite par un certain constructeur. Par exemple, je crée mon objet avec newPoint, je peux tester facilement si cet objet est une instance de point, et puis si cet objet est une instance d'arrêt. Donc c'est pas un point, c'est pas un arrêt. Logique. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'aimerais bien le savoir. Ça sent le mauvais raccourci. C'est tout noir.
Pourquoi? Ben, sympathique. Alors, peut-être le fermer et la rouvrir, hein, ça devrait régler le problème. Ou peut-être rafraîchir maintenant. Ah bah voilà, nickel. Parfois, CTRL R, ça règle tous les problèmes. Donc, où j'en étais? Ah oui, je disais qu'on pouvait facilement tester InstanceOf avec InstanceOf si un objet était une instance créée à partir d'un constructeur qu'on connaissait. Donc finalement, un moyen simpliste de recoder InstanceOf, ce serait de comparer les prototypes en remontant. Donc en imaginant que chaque prototype peut avoir un prototype lui-même, on parcourt les prototypes. Si c'est celui qu'on nous a fourni, on retourne true. Sinon, on monte au prototype suivant. Et dès qu'il y en a, si on n'a plus, on retourne faux. Sinon, dès qu'on est arrivé là, on a retourné vrai. Donc bêtement, une fonction récursive qui teste jusqu'à remonter toute à la racine. Donc du coup, allez, reparlons un peu plus précisément. Qu'est-ce que c'est la chaîne de prototypes en JavaScript? Finalement, qu'est-ce que ça signifie obj.a? Derrière, ce qui se passe, en gros, hein, l'algorithme naïf encore, ce serait si une clé du nom recherché existe dans l'objet obj, donc ici le nom recherché c'est A, hein, alors retournez cette propriété, donc la valeur de obj.a. Si c'est pas le cas, on regarde s'il y a un prototype dans l'objet. S'il y en a pas, on retourne undefined. Par contre, s'il y a un prototype, on recommence récursivement le processus sur le prototype et on retourne le résultat du processus récursif. Donc on voit bien en fait que du coup, faire des exemples un petit peu parlants, si je crée un constructeur qui effectue une propriété y qui vaut 12, que dans le prototype je mets une propriété x qui vaut 42, alors à ce moment-là, si je crée mon constructeur, si je crée avec mon constructeur un objet, tout de suite obj.x vaut 42. Normal, c'est la valeur du prototype, on a été la chercher récursivement dans le prototype. Obj.y vaut 12. Maintenant, si jamais j'affecte obj.x, qui est une valeur qui existe dans le prototype, si j'accède à obj.x, ça vaut 21. Normal, c'est ce que j'ai mis comme valeur. Intéressant, si je delete obj.x, ce que je modifie, c'est mon instance d'objet, certainement pas le prototype de cet objet. Donc à ce moment-là, si je réaccède à obj.x, je viens de repermettre au processus récursif de descendre plus bas dans les prototypes, et donc de retrouver la valeur 42 que j'avais inscrite dans le prototype. Alors que si je delete obj.y et que j'y accède, je vais avoir un undefined puisque y n'existe pas dans le prototype ni dans un sous-prototype. Et chose intéressante à savoir aussi, c'est si je modifie le prototype du constructeur et donc la valeur x pour mettre 21, je modifie toutes les instances d'objets déjà créés et les futurs. C'est pas seulement pour les suivantes. C'est-à-dire que là, mon objet obj que j'ai déjà créé bien avant, si j'accède à x, je vais trouver 21. Alors que ça valait 42 juste avant. D'accord? C'est subtil, mais c'est important de comprendre ça. Modifier un prototype, ça modifie toutes les instances au moment où vous le faites. Existantes, futures. Parce que j'aime bien être naïf, je vais continuer un peu. On va essayer de faire quelque chose qui ressemble un peu à de l'héritage programmation orientée objet en JavaScript. Et donc je me dis, bon bah voilà, j'ai un constructeur de personnes avec un prototype, et puis moi je veux faire un worker. Bah mon worker, finalement, partage le prototype de personne. Ah, c'est logique. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où je vais écrire ça, prototype worker.prototype.getToWork, et que je vais lui assigner une méthode à ce prototype finalement, comme ici c'est une assignation, il n'y a pas de recopie du prototype. Donc ça va modifier aussi le prototype de personne pour rajouter la méthode getToWork. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que getToWork n'existe que sur les workers. Donc, aïe. Donc là, on a un truc super utile, ça s'appelle object.create. Object.create, finalement, ça permet de créer un objet vide avec un prototype fourni. Potentiellement de ajouter certaines propriétés par la suite. Donc, tiens, essayons de régler le problème d'avant. Donc, j'ai toujours mon constructeur de personne. Et puis là, du coup, au lieu d'affecter directement personne.prototype à worker.prototype, je vais faire un object.create dessus. Et là, au moment où je fais ça, eh bien en fait, je peux modifier le prototype qu'on m'a retourné tranquillement, puisque c'est plus un objet, c'est plus le prototype de personne. C'est un objet vide dont le prototype
et cet élément-là. Donc grâce à la récursion, je vais bien pouvoir accéder aux éléments qui sont plus bas, et donc profiter de personne sans risquer de le modifier par erreur. Voilà. Donc ensuite, parce que recoder les choses, ça aide toujours à les comprendre, comment est-ce qu'on pourrait refaire un object create? Finalement, un object create, c'est une fonction qui contient un constructeur vide et dans lequel on affecte comme prototype le prototype qu'on nous a fourni en argument. On construit un objet avec ce constructeur. Ensuite, si on nous a passé un objet properties, on fait un define properties dessus. Et enfin, on retourne, dans tous les cas, l'objet vide créé avec le prototype qui va bien. C'est un peu ça. Donc après, l'autre question qu'on peut se poser, c'est comment on appelle le constructeur du parent. Donc ça c'est assez simple. Hein. Finalement, dans le constructeur de votre worker, la seule chose que vous faites, c'est appeler le constructeur parent en utilisant call, donc pour changer son contexte. Et vous lui dites, le contexte dans lequel tu t'exécutes, c'est mon objet worker. Et potentiellement, vous lui passez tous les arguments que vous voulez, en plus derrière. Donc là, finalement, ça ressemble un petit peu à l'appel de MyUglyNew, mais pas tout à fait pareil. Donc là, j'ai rien changé. Donc là, on va parler d'un truc un petit peu spécifique à Node.js, c'est util.inherit. Donc dans le package util de Node.js, il y a ce petit utilitaire qui est quand même vachement pratique et qui permet finalement de rendre un tout petit peu plus joli l'écriture, même si c'est pas très différent d'object.create dans le fond. Et vous pouvez dire, ah bah voilà, j'ai un worker qui hérite de deux personnes, juste en écrivant util.inherit worker personne. Et ça va aussi vous fournir du coup dans le constructeur une propriété qui s'appelle super underscore qui vous permet d'appeler, de connaître finalement quel est le constructeur parent. Ce qui peut vous éviter dans un constructeur de savoir, de vous souvenir que c'est personne qui est le parent de worker, ou potentiellement de créer un personne 2 plus tard parce que vous changez vos API et d'écrire juste personne 2 ici sans avoir à aller le remodifier dans le constructeur au-dessus. Sinon, c'est vraiment pareil, j'accède juste. Là, c'est vraiment une référence finalement this constructeur super vers ça. Hein. Et voilà. Là, et donc la petite différence c'est ça, c'est que dans le prototype j'ai constructeur. Et donc si on voulait recoder inherit, là si vous faites un toString de util.inherit, vous verrez que c'est grosso modo vraiment ça. C'est je rajoute au constructeur de l'objet qu'on m'a passé, donc l'objet enfant, un attribut super avec son parent, et ensuite je vais rajouter je vais lui ajouter un prototype à ce constructeur aussi, qui va être un appel de object.create, on s'en doutait, sur le prototype de l'objet parent, auquel je vais rajouter en plus le prototype enfant. Une propriété qui s'appelle constructor, qu'on utilisait avant, hein, partout ici, là, mauvais sens. Cette propriété constructor, elle est configurable, elle est writable, mais elle est certainement pas énumérable, et sa valeur, c'est le constructeur enfant. Comme ça, on peut accéder au constructeur depuis une instance, tout le temps, c'est pratique. Ensuite, une des erreurs qui est assez courante pour les utilisateurs de JavaScript, c'est d'oublier new quand on appelle une fonction, qui est censée être un constructeur. Donc, il y a deux stratégies pour contrer son oubli quand vous écrivez une API et que vous voulez pas que vos utilisateurs fassent de bêtises ou vous voulez les protéger contre les bêtises. La première, c'est de dégommer la tronche à l'utilisateur en disant qu'il fait de la merde. C'est violent, mais c'est fonctionnel. Donc, pour ça, vous testez si votre objet n'est pas un instance, si this n'est pas une instance de votre constructeur. Et puis si c'est pas le cas, vous lui trouvez une belle erreur dans la tronche, et puis voilà. Puis il a qu'à aller se faire voir et mettre son new. Puis l'autre solution, c'est je m'en fous, je le rajoute. Donc ça, c'est un petit peu dangereux parce que, bon déjà on va voir comment on fait ça, c'est toujours le même test. C'est si c'est pas une instance de l'objet si c'est pas une instance du bon truc, j'appelle new moi-même, et je retourne tout de suite. Le résultat avec tous les arguments que j'ai récupérés au-dessus.
Donc je dis c'est dangereux, c'est error prone, parce que si jamais je rajoute un argument à la fin ici, il faut que je pense à aller le rajouter à la fin ici. Ah, bon, en gros, si vous changez le prototype du constructeur, il faut penser à modifier l'appel juste en dessous. Moi, je vous dis, ça arrive souvent d'avoir des bugs tout pourris en se disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Chercher pendant 20 minutes, juste parce qu'on n'a pas reporté un idiot d'argument. Donc, il y a quand même un moyen d'améliorer un petit peu les deux versions que j'ai données avant. Déjà, c'est de la version je te dégomme la gueule. Vous pouvez créer un petit utilitaire que vous utilisez systématiquement. Donc, ça se contente de faire le test pour vous avec une instance, un constructeur, ça fait l'instance off, et puis ça balance l'erreur avec le bon nom, parce qu'on est gentil. Et puis on le traite de noob parce que quand même, franchement, il le mérite. Voilà. Donc ça, c'est une solution, c'est une amélioration. Et l'amélioration de la deuxième version, on peut pas faire grand-chose pour le test qu'il faut réécrire à chaque fois. Par contre, on peut essayer de rendre le truc moins erreur prone. Pour ça, on utilise une petite fonction newApply qui prend un constructeur et les arguments du constructeur. Et en fait, cette fonction, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va elle va appeler new automatiquement avec les arguments que vous avez fournis. Parce que c'est pas toujours facile, c'est pas très facile à faire. Donc ça, c'est un truc un peu dégueulasse, mais on va le détailler après. Et donc, hop, du coup, vous testez si c'est bien un objet. Bon, là, j'aurais dû écrire myObject, c'est pas joli. Et après, vous appelez newApply sur le constructeur avec vos arguments. Voilà, comme ça, vous utilisez arguments. Si ça change en haut, ça changera là. Et donc, ça créera le bon objet quoi qu'il arrive. Super. Donc, on va quand même, parce que je trouve ça intéressant, détailler ce que fait que ce machin-là. Si vous ne comprenez pas, relisez-le 3 fois, puis peut-être que vous commencerez à comprendre. En gros, avant toute chose, on fait un appel à unshift pour rajouter le constructeur en premier dans le tableau d'arguments fournis. Donc, il est là. Donc là, en fait, dans les arguments, on met le constructeur. Donc si on avait par exemple 1, 2, 3, ça va devenir constructeur 1, 2, 3. Ensuite ici, appeler bind comme ça, c'est juste pour s'assurer que si dans constructeur vous avez remplacé .bind, et déjà on utilise celui qui vient de fonction. Donc ça va pas appeler votre .bind à vous, ça va bien appeler le .bind JavaScript standard. Et on l'appelle avec les arguments qu'on a créés. Donc ici, ça va être le constructeur et ensuite les différents arguments que vous avez fournis à newApply. Et donc là, raté, non, voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est finalement qu'on est dans un cas un petit peu particulier. Vous avez probablement déjà utilisé bind. Bind, ce que ça fait, c'est que ça vous fabrique une nouvelle fonction. Mais quand vous l'appelez, ça s'assure que le premier argument que vous avez fourni sera this, même si c'est pas le contexte dans lequel vous l'appelez. Et en plus, ça va mettre en premiers arguments ce que vous fournissez. C'est-à-dire que si vous appelez par exemple ma fonction .bind toto, 1,2, ça vous retourne une nouvelle fonction. À chaque fois que vous appellerez, dans cette nouvelle fonction que vous avez récupérée, this ce sera toto, et puis les deux premiers arguments ce sera 1, 2. Et ceux que vous fournirez seront rajoutés par la suite. Ça c'est le cas normal. Et puis le cas très bizarre, c'est justement quand finalement le this que vous fournissez à la fonction retournée par bind est une instance du constructeur que vous avez utilisé pour binder. Et dans ce cas-là, ce qui se passe en fait, c'est que c'est le this courant et pas celui qui a été bindé avant qui va être utilisé. Donc ça permet en gros de bypasser finalement ce petit bout de this de garder juste la liste des arguments qui sont fournis à la méthode, mais pas le this. Mais je sais, c'est un peu confus, mais c'est intéressant de relire ces slides après. Peut-être reposer, vous verrez, c'est pas si compliqué que ça et c'est quand même vachement sympa. Donc, on va parler un peu de programmation orientée objet. ECMAScript, c'est pas un langage orienté objet au sens strict du terme. Pour avoir un langage orienté objet, déjà il faut de l'encapsulation, il faut public, protected, private. Et aujourd'hui, il y a moyen plus ou moins en JavaScript de simuler une bonne partie de ces choses-là, surtout depuis qu'on a let, qui nous empêchait de faire private sérieusement avant. Mais ça reste pas de l'encapsulation, c'est de la simulation. Ensuite, ça implique aussi d'avoir un héritage un peu plus classique et pas du prototypage. Donc, vraiment accessible, l'ECMAScript, c'est un langage prototypé. Il faut essayer de pas parler de PO ou pas trop, ou juste pour ses points communs, et se rappeler de ces différences. Ça veut pas dire que vous devez pas essayer d'utiliser un certain nombre de paradigmes de PO en JavaScript, ce serait une bêtise, parce qu'il y a plein de choses qui sont pareilles. Mais ça veut dire que vous devez être conscient de ces petites choses qui font que
l'héritage, ça n'existe pas et que c'est des prototypes à la place. C'est un petit peu différent que la visibilité et l'encapsulation des propriétés, ben ça se passe pas pareil. Et puis c'est un petit peu vous de faire un truc à votre sauce. Moi j'utilise de l'art pour dire que c'est privé pour le moment, hein. C'est pas forcément super top. Vous pouvez faire du define property en mettant pas non pas énumérables vos propriétés pour les cacher un peu plus. Toujours pas parfait. Donc je sais que ECMAScript 6 va rajouter un mot-clé classe et un mot-clé extend, ce qui va donner un petit côté héritage PO. Mais c'est pareil, à ma connaissance aujourd'hui, ces deux mots-clés ne font que finalement faire du sucre syntaxique sur l'existence. C'est-à-dire que finalement, tout comme j'ai recodé un MyOgly qui marche à peu près, vous pourrez recoder le class extend avec les mots-clés actuels d'ECMAScript 5 et à réobtenir une ISO fonctionnalité. Donc bien comprendre les concepts sous-jacents, ça vous aidera à pas faire des erreurs. Donc si plus tard vous avez class extend, ben, je vous invite très fort à faire ce que je vous ai fait un peu comme exercice jusque-là et vous dire tiens, recodons-les. Avec des fonctions évidemment, hein, vous ne pourrez pas recoder les mots-clés, c'est pas le but. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai fini, ouais, c'est vrai. Ah, ça avait l'air vachement clair en fait. Bon bah, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup à tous. Hein. Attends, dans ce cas, je vais t'apporter un micro. Hein? Ah, les slides, je vais les mettre sur Meetup. Je mettrai un lien et une fois qu'on postera les vidéos sur YouTube, on est un petit peu lent ces derniers temps parce qu'on a du mal à les éditer. C'est pareil, on essaie de remettre les liens quand les talkers nous les ont donnés dans la description de la vidéo. Super. Bon bah, prochain talk, hein, je suppose.